Bonjour Claire, comment ça va? Ça va et toi, Grégoire? Ça va bien. Alors ça fait environ 1 an qu'on a décidé de faire une vidéo et parce qu'il se trouve qu'on est sur des disciplines différentes. Toi plutôt sur la pédocriminalité et nous plutôt sur l'antisionisme et le judaïsme politique. Or il se trouve qu'on a des points communs on a identifié des méthodologies communes dans ce qu'on va communément appeler la dissidence autorisée. Alors moi je te connais, je t'ai aperçu il y a 2-3 ans sur des réseaux sociaux. J'ai souvenir que tu avais été mise en avant notamment par Géopolitique Profonde, également d'autres protagonistes de la dissidence. Et puis j'ai eu l'impression que ça s'est arrêté. Voilà, donc est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et comment tu es arrivé là et où tu en es? Ok, en fait j'ai commencé finalement à vraiment être sur les réseaux sociaux en 2020 pour parler de tous les sujets qui étaient liés soit le Covid, beaucoup la pédocriminalité, tu l'as dit, et c'était donc au moment où il y a eu l'éclatement de cette affaire Covid, et j'ai eu sur ma route Richard Boutry, avec qui on va dire j'ai collaboré, je l'ai plutôt aidé dans tout ce qu'il faisait, mais par la suite en fait j'ai connu d'autres personnes comme Eric Montana de TVADP, et on avait fait un entretien ensemble en 2023 concernant Dalila Sadok du film Les Survivantes de Pierre Barnerias, et on avait fait après d'autres vidéos ensemble, et puis de là en fait j'étais sur Instagram, Facebook, VK, et après je suis arrivée sur Twitter, donc beaucoup le savent en fait, c'est le compte Zoé Sagan qui a fait ressortir le mien en août 2023, et de là Zoé Sagan a mis quand même beaucoup de visibilité sur mon compte. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis née sur X en 2023, mais en réalité j'étais déjà sur d'autres réseaux avant. Et donc là, il y a Mike Borowski, tu as cité tout à l'heure Géopolitique Profonde, qui m'a repéré et qui m'a proposé de faire des émissions ensemble. Et il m'avait interviewé une première fois par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à un livre que j'ai écrit sur mon histoire personnelle, Écran de fumée. C'est d'ailleurs ce livre-là qui a fait que j'ai fait beaucoup de choses par la suite liées au sujet de la pédocriminalité. Et donc déjà, il avait massacré en fait cet entretien parce qu'il posait des questions extrêmement dérangeantes. J'ai envie de dire que si on veut avoir quelqu'un qui nous met par terre un auteur, faites appel à Mike Borowski, parce que il était rentré vraiment dans les détails. C'est limite s'il n'avait pas expliqué tout le livre, mais tous les sales aspects de ce que j'avais écrit. Et par la suite, je l'avais très mal pris, il le sait, il s'en est excusé. Et donc, il m'a reçu de nouveau, je crois que c'était 1 ou 2 fois. Et plus tard, il m'a même proposé, il m'a dit que je n'habitais plus à Paris. Il m'a dit, c'est dommage que tu n'habites plus à Paris parce qu'on aurait pu faire des chroniques ensemble. Seulement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelqu'un qui était là pour faire du putaclic, du buzz. Ne serait-ce que par exemple Dalila Sadok que j'ai cité tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai démontré depuis 2 ans ses mensonges, et Mike Borowski m'avait assuré, il l'avait reçu une fois, il m'avait assuré qu'il savait qu'elle mentait et qu'il ne la recevrait plus, il l'a reçue juste après. Donc voilà. Et sinon, il m'avait proposé aussi une émission avec une autre personne du film Les Survivantes, c'était Hélène Pelos. Et d'ailleurs, il avait plaisanté en me disant, je n'avais pas pu y aller et je ne le sentais pas, je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal avec ce film Les Survivantes. Mais c'est surtout qu'il m'avait dit qu'au début d'émission, elle lui a demandé s'il était croyant. Lui, il a répondu oui. Et là, elle s'est mise à tourner autour de lui, à faire comme de l'exorcisme. Elle était en train de se déformer. Il m'a dit, elle est complètement malade. Et tu te dis, si il te dit qu'elle est malade avant même l'émission, pourquoi il fait une émission avec elle? Tu vois, là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette dissidence autorisée. Je reprends tes termes. Et malheureusement, en plus, c'est loin d'être le seul, Mike Borowski. Alors, je parle de dissidence autorisée parce que, en fait, elle va réguler par la réception de certains invités et pas d'autres, certaines thèses. Or, par exemple, j'ai cru comprendre que Dalila Sadok avait été condamnée en début d'année pour diffamation. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et pour ma part, et puis je te demandais effectivement, et j'ai demandé des vérifications autour de moi, Mike Borowski n'a jamais fait état de cette condamnation parce que ça met en doute évidemment la version
puisque je crois qu'elle accusait le père de ses enfants d'appartenir à des réseaux... Un réseau pédocriminel incluant Emmanuel Macron, oui. Voilà, avec la pyramide du Louvre. Exactement. La pyramide du Louvre, je me permets du coup, parce que en fait c'est le premier point essentiel dans l'affaire Dalila Sadok où le film Les Survivantes, c'est que elle disait avec moi en entretien justement chez Eric Montana, on était en 2023, elle dit qu'elle ne savait pas de quelle pyramide il s'agissait. Que son fils aurait soi-disant dessiné un dessin dont on ne connaît pas la provenance, on n'a pas vu l'enfant le dessiner non plus, et elle disait que elle ne savait pas qu'il y avait une pyramide. Et là, moi, je lui dis bon, il y a eu apparemment des rumeurs sur la pyramide du Louvre et qu'il s'y passerait peut-être des rituels. Et là, en fait, 8 mois plus tard, je crois que c'était 8 mois plus tard, elle passe chez Borowski et elle envoie sa bombe. Mes enfants m'ont dit qu'Emmanuel Macron les a violés. Alors, c'était mon fils à l'époque et après, ça évolue parce que c'est un discours évolutif sans cesse. Elle a dit mes enfants. Mais il faut savoir qu'entre le moment où on a fait l'entretien toutes les deux et entre le moment où elle a vu Mike Borowski, ses enfants, elle avait tout perdu, les visites médiatisées, parce que justement, sa fille était tombée sur l'entretien qu'on avait fait ensemble chez Eric Montana. Et vu qu'elle est tombée, qu'elle était tombée dessus, ça l'avait complètement traumatisée. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle vivait justement entre ce que disait Dalila Sadok, qui disait que ses enfants mangeaient des excréments, buvaient du sperme, buvaient du sang. Enfin, la petite, elle était complètement... elle avait 11 ou 12 ans, je crois, quand ça arrivait. Donc voilà, elle ne les a pas revus. Tout de suite, elle a tout perdu. Elle avait perdu ses visites médiatisées. Je ne sais plus si j'ai dit autorisation parentale. Non, c'était pas l'autorisation parentale, c'était les visites médiatisées. Mais bon, elle n'a pas pu revoir ses enfants entre-temps. Et donc là, voilà, lâche sa bombe chez Mike Borowski qui me dit plus tard, mais de toute façon, je sais très bien qu'elle raconte n'importe quoi. Et je lui dis, pourquoi tu la reçois alors? Et c'est surtout que là, depuis sa condamnation, je l'ai sorti plusieurs fois. Je pense que ces personnes-là l'ont vu. Je dis ces personnes parce que malheureusement, c'est loin d'être que Mike Borowski qui refuse de revenir ne serait-ce que faire un mea culpa parce que ces personnes... Ça, on connaît, parce que là, juste pour t'interrompre à mon tour, c'est que par exemple, tu as la fameuse douille du 23 mai 2026 qui a consisté à faire croire qu'une ogive nucléaire russe allait atterrir sur Paris, au point qu'ils avaient donc convoqué mi-avril donc Nicolas Stoker, Régis quelque chose alias Homme Fractal, et donc il démontrait à partir de numérologie, de cabale grotesque, etc., qu'en prenant la date des Jeux Olympiques d'été à Paris, ça arrivait à la date du 23 mai 2026. Et donc, il proposait aussi de faire un égrégore avec Serge Bobola pour dévier l'ogive nucléaire. Donc, évidemment, il y a deux choses qu'il faut... Bon, c'est amusant, mais un, ils n'ont jamais fait de filet pour dire mea culpa. Et deux, ils ne croient pas non plus à leurs propres histoires, parce qu'ils ont continué pêle-mêle à faire leurs émissions dans leurs beaux locaux du 17e arrondissement. D'accord. Oui. Financés par des mugs. Financés par les mugs, oui, bien sûr. Et quelques autres produits financiers. Et aussi des clics YouTube, évidemment, etc., etc. Et en fait, il y a effectivement, on prend les gens pour des bananes, ça c'est un premier point, et ce qui permet aussi, dans un deuxième temps, à des Rudy Reichstag, etc., de dire à des gens qui regardent BFM TV, de toute façon, regardez-moi ces tarés à la Paco Rabanne qui annonce la fin du monde, la fin de Paris, pardon, pour le 23 mai 2026, au point, toujours en articulant avec Macron. Macron, a avancé la date du championnat de France du 23 au 22 mai parce qu'il savait que la l'ogive nucléaire russe allait arriver. Voilà. Donc, bon, on nous prend évidemment pour des andouilles. Et effectivement, le principe, c'est ne jamais s'excuser parce que c'est reconnaître. Et de toute façon, les titres sont toujours de plus en plus farfelus, grotesques. C'est comme un rite d'humiliation. Même les vignettes, quand tu regardes les vignettes, c'est du putaclic, du putabuzz, du putaclic, je sais pas, enfin, voilà. C'est incroyable. Et alors, donc, il y a plusieurs personnages, effectivement, donc, qui sont au courant, qui gravitent autour de Dalila Sadok, je pense que tu vas revenir dessus, mais par exemple, tu vois, Monsieur K, qui aujourd'hui a fait une vidéo notamment pour dénoncer ce qui se passait sur un plan personnel, incluant les services secrets, les autorités françaises, les autorités espagnoles, placement d'enfants, etc. Alors, j'ai quelques billes de l'intérieur, donc moi, je peux attester de certaines choses, il n'y a pas de problème, et les choses vont sortir. En revanche, qu'on puisse en douter, je peux parfaitement l'entendre. Mais ce que je ne comprends pas, par contre, c'est pourquoi un média comme
géopolitique profonde, qui est avare de ce type de sujet, qui est pas avare justement de ce sujet, de type tabloïd. Pourquoi n'est-il pas invité? Ou bien le conseil de Monsieur K, par exemple. Vous voyez, il y a des questions qui sont assez simples. Évidemment, c'est une question rhétorique parce que l'on sait qu'il ne rentre pas dans le cadre de la dissidence autorisée, parce que sur des sujets, notamment Lubavitch, judaïsme politique, etc., qui ont été abordés notamment dans les bouchées doubles il y a 2 ans, on était dans une démonstration totalement inverse de celle de géopolitique profonde, qui vous vendait du Trump, en veux-tu, en voilà. J'ajoute que, par exemple, quelqu'un comme Joe Masso, qui a fait le travail sur Trump, n'a jamais été invité par géopolitique profonde, qui se targue d'un certain pluralisme. Oui. C'est-à-dire qu'il pouvait opposer le fait que Monsieur K ou moi-même étions en délicatesse avec eux, mais ce n'était pas le cas de Joe Masso. Donc on voit bien qu'il y a une ligne éditoriale, qu'il y a un agenda. Leur maître mot, c'est taper sur Macron, Davos. Mais il y a une malhonnêteté patente, puisque en fait, vous avez exactement le même programme en termes de numérisation, en termes de politique face au Covid. C'est ce qu'a rappelé notamment Yuri Roska. Voilà, qui est à peu près similaire. Or ça n'est jamais rappelé. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais souligner, c'est que quels que soient les sujets, il y a un phénomène de gardien du seuil, où on va dire il y a les bons mensonges et il y a les mauvais mensonges quand on sait qu'ils mentent. Oui, vois, exactement. Mais voilà. Bien sûr, en fait, parce que comme je disais, il a vraiment dit à plusieurs reprises, même une autre personne qui l'avait reçue, qui savait qu'elle mentait, il n'y a pas eu que Dalila Sadok. Donc c'est incroyable. Ou là, comme Hélène Pelos, que j'ai citée, il m'a dit elle est complètement barrée. Enfin, et à côté de ça, il va recevoir Barnerias, qui est le producteur, hein, pas le producteur, mais le réalisateur de ce documentaire. Il va lui dérouler le tapis rouge en sachant pertinemment qu'il va mentir. Et dans les émissions, il va dire « Ah, mais moi, vous savez, j'ai à cœur la cause des enfants ». Mais il ne fait pas le mea culpa en sachant qu'il a fait du mal aux enfants de Dalila en l'ayant reçu sur son plateau et que sa fille... Je lui ai dit, le coup de la dissonance cognitive dans laquelle s'est retrouvée sa fille notamment. Alors je me permets de reformuler parce que toi tu es dedans, mais pour que les gens comprennent, en fait, c'est que Pierre Barnerias, Mike Borowski, Dalila Sadok, a fortiori, savent que tout ça c'est du bullshit. Mais tout le monde fait comme si c'était vrai. Alors on peut dire, Barnerias par exemple, Pierre Barnerias peut dire, mais dans ce cas-là, ok, il y a une partie fiction dans quelque chose qui se vend comme un documentaire, mais c'est pour la cause des enfants, c'est pour faire un peu le buzz, etc. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Absolument. Absolument. Mais dans ce cas-là, il faut le dire, voilà. Et je crois que tu en avais déjà fait état à certaines personnalités de la dissidence qui t'ont dit que finalement, ils ne pouvaient plus faire marche arrière, c'est ça? Ah, il refuse de faire marche arrière. Il y a eu Nicolas Bouvier, c'était encore très récent, qui a refusé de faire machine arrière. Eric Montana, c'est le seul qui a eu la décence de retirer à ma demande les entretiens, parce qu'en fait c'était en 2 parties avec Dalila Sadok. Mais justement, un jour, il était un peu en colère et il m'avait appelé par rapport à Pierre et il a dit maintenant arrête. Et Pierre aussi a compris que Dalila mentait. Est-ce qu'il le savait dès le départ ou non? Selon Eric Montana, qui est ami avec lui, il m'a dit qu'il ne le savait pas, mais qu'il avait bien compris que c'était une menteuse aujourd'hui. Il n'empêche qu'il a continué en faisant, c'est notre petit secret derrière. C'était une autre série, toujours liée sur le sujet. À plusieurs reprises aussi récemment, il a dit je quitte le domaine de l'information, j'arrête. Il revient tout le temps en fait. Il revient tout le temps. C'est comme Jean-Dominique Michel l'année dernière, effectivement. Ah oui. Puisque c'était suite, ça tu peux raconter, à l'affaire Mafesoli. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce mois-ci où on a eu un début de contact. Et effectivement, Jean-Dominique Michel, donc m'avait épinglé parce que je lui avais renvoyé quelque chose. Et en fait, effectivement, ce sont des personnes qui ont des sujets, mais qui sont aussi des personnes nodales, c'est-à-dire qu'elles sont au centre de réseau, elles sont à un carrefour. Et ce qui permet un petit peu effectivement, c'est toujours cette logique de gardien du seuil, dont on a parlé par exemple avec Christian Boucher, dans les bouchées doubles avec Monsieur K. Voilà. Ah, je peux revenir là, ce que tu viens de dire, je peux rebondir sur justement Jean-Dominique Michel. En fait, il y avait eu toute cette polémique parce que
Michel Maffezoli, c'est celui qui est son mentor, celui qui a postfacé un de ses livres. Et Michel Maffezoli, c'est quand même un très grand ami de Mazenef. Et on a Jean-Dominique Michel qui touche en plus un peu à tout, lui. C'est vraiment, d'un coup, il est venu sur la pédocriminalité et il a dit la cause des enfants me tient à cœur, bien qu'il ait quand même aussi dit à plusieurs reprises et sous-entendu aussi, mais il l'a dit clairement que les enfants avaient une sexualité. Enfin, c'est tout ce contre ce que d'autres personnes qui sont bien plus honnêtes dans ce milieu se battent. Et donc j'avais sorti en fait ces liens avec Maffezoli, et il y a eu aussi Nexus. Où j'avais pareil un peu épinglé Nexus sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont reçu la femme de Michel Maffezoli. Donc quand même, on rappelle Michel Maffezoli qui se dit, il dit ne plus appartenir à la franc-maçonnerie, mais bon, il est là, Ardo Abkao, en éclatant de rire chez GPTV, on le voit chez Nexus. Il est plus au Grand Orient, mais il avait dit dans une autre interview qu'il était parti je crois que c'est à la Grande Loge de France, GLDF, j'ai un doute, mais en fait c'est une maçonnerie plus traditionnaliste, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait le Grand Orient est identifié au wokisme, etc., ce sur quoi ils se battent, voilà. Donc c'est plus tradit, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et donc du coup Nexus, ça je te parle de ça, c'était quand? C'était il y a presque un an. Oui, c'est ça, c'était il y a un an, puisqu'il me proposait de m'exprimer directement, Marc Daoud, avec lui par rapport à cela. J'imagine il voulait se justifier d'avoir reçu la femme de Michel Maffezoli, puisque j'ai ressorti qui était Michel Maffezoli avec du factuel. Et moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas pour des raisons personnelles. Et quand je l'ai recontacté quelques mois après, oui, on reviendra vers vous, mais pour le moment, on n'a pas trop le temps. Je pense qu'ils ont vu que c'était redescendu. Moi, c'est ce que j'en déduis. Et là, je vois en plus, il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'ils ont reçu Morad El Hattab sur le plateau, qui m'a complètement diffamée. Je crois que de toutes les personnes que j'ai vraiment eu, on va dire les trolls sur les réseaux sociaux, ça a été le pire. Le pire en termes de... Il a quand même été... toi, je crois que tu es au courant pour cette agression. Donc on a Morad El Hattab qui a été dire que j'avais dit qu'il était venu directement, que moi j'aurais été dire ça, qu'il aurait des messages, qu'il aurait des vocaux, comme quoi j'aurais été dire qu'il était venu directement me mettre un couteau sous la gorge chez moi. Alors en passer par la fenêtre du 5e étage. Voilà. En me menaçant de me passer par la fenêtre du 5e étage. Donc cette agression, elle a réellement eu lieu. J'ai jamais vraiment voulu en parler sur les réseaux sociaux, contrairement à tous ceux qui sont toujours en train de dire, d'ailleurs Mike Borowski ou Nicolas Bouvier. Je tiens à rappeler que je ne suis pas suicidaire dans les locaux, là, comme tu disais, d'un quartier chic de Paris pour GPTV. Et donc moi, pendant ce temps-là, cette agression, je n'en ai jamais parlé. C'était dans la nuit du 2 au 3 août 2025. Et ce qui est assez étonnant, pour faire le lien quand même avec Morad El Hattab, puisque effectivement, ce n'est pas pour rien que Morad a dit cela, même s'il a menti, c'est que le soir même, je recevais à 21h un message de Dalila Sadok, dont on a parlé tout à l'heure, que je dénonçais déjà à ce moment-là depuis presque un an. Et je reçois « Belle soirée, ma chérie », avec un lien de quelqu'un qui me diffamait, une autre personne qui me diffamait sur les réseaux sociaux, avec un smiley bisou. Donc ça fait un an environ, un peu plus, que tu n'as pas de contact avec elle. Et la veille de ton agression, alors un mot, c'est qu'effectivement tu as envoyé ce vocal où tu étais effrayé de façon très matinale. J'étais l'un des destinataires. Et donc effectivement, j'ai aucun problème à produire ce message si il faut démontrer que tu n'as jamais accusé Morad El Hattab. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner. Exactement. Et voilà, simplement qu'effectivement, on se demande le mobile. Et puis je crois qu'il y avait un autre élément avec Morad El Hattab. Oui, en fait, voilà. Donc je reçois ce message de Dalila Sadok à 21h. Et en fait, dans la journée, juste précédemment, quelques heures avant, je crois qu'il était 13h, j'avais envoyé juste dans un commentaire. C'était pas un post que j'avais fait. C'est dans un commentaire, je crois qu'on m'avait cité avec Morad El Hattab. Et j'avais dit que Morad El Hattab, je ne voulais pas en entendre parler. En plus que c'était quelqu'un qui avait eu une relation quand même... assez intime avec Dalila Sadok, et donc ça montrait bien, puis surtout qu'il savait depuis longtemps, et ça je peux le prouver qu'il le sait depuis longtemps, bien avant moi, qu'elle mentait. Et donc Morad, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu cette agression en pleine nuit chez moi. Ce sont deux hommes, je tiens à le préciser,
que je ne connaissais pas du tout, et ce n'est pas du tout Morad El Hattab qui est venu. Et ça, voilà, il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner de cela, il y a même les dates de l'époque. Hein. Et donc, vers 4h du matin, donc ça s'est passé, et là, j'ouvre mon Twitter, en fait, je n'ai pas dormi de la nuit, tu peux le dire, j'étais complètement paniquée, j'avais appelé la gendarmerie le matin, ensuite, j'avais envoyé un mail à la procureure, donc tout ça, j'ai des traces écrites même que j'ai envoyées à la procureure, où j'ai dit que c'était quand même étonnant qu'à 4h du matin, à peu près à l'heure de l'agression, Morad El Hattab qui me laisse un message sur Twitter où il veut m'attaquer juridiquement si je ne retire pas ce commentaire où j'ai dit qu'il était au courant pour Dalila et qu'ils étaient quelque part amants. Juste, je peux faire une précision. Le message que tu as reçu de Dalila Sadok la veille, c'est un message privé. Et le sur message, WhatsApp. Voilà. Et le message de Morad El Hattab, c'est un commentaire public. Enfin, un tweet public. Alors, moi, j'avais fait, c'était pas un tweet, un commentaire d'un tweet. Je sais plus voilà. exactement, mais j'ai tout de toute façon. Chacun pouvait le vérifier. Alors, je sais pas s'il a été supprimé ou tu l'as screené. Je l'avais supprimé parce que, du coup, je me suis dit, est-ce que ça a pas un lien entre, c'est quand même bizarre que je me fasse agresser, l'autre qui me souhaite une belle soirée, ma chérie, et comme par hasard, parce qu'il a été dire, je ne sais pas où elle habite. Non, il ne sait pas où j'habitais. Alors, la question du mobile se pose, c'est dans ce cas-là, est-ce que, parce que tu, à tort ou à raison, tu prétends qu'ils ont une relation intime, on pourrait se dire, mais ça doit arriver dans tous les milieux, pourquoi pas celui-ci? Je pense qu'il faut quand même dire un mot là-dessus, c'est que Dalila Sadok n'avait pas été encore condamnée, mais sa version battait de l'aile. Beaucoup de personnes savaient qu'elle mentait. Et donc, il se trouve que Morad El Hattab a eu plus ou moins la même chose avec ses enfants, puisque moi, j'ai souvenir, il y a 7 ou 8 ans, où il était avec un mégaphone pour faire des manifestations et dénoncer les réseaux pédocriminels, les placements abusifs et ce genre de choses qui lui étaient arrivés. Alors, on peut se dire, a priori, ça rapproche, et ça, on peut l'entendre. Sauf que si, effectivement, il se doute que la version de Dalila Sadok, c'est du bullshit. Ah ben c'est pas, il se doute, il le sait, il l'a dit à des personnes. Alors de deux choses une, mais un père qui a traversé, ou même une mère, mais quelqu'un qui a traversé cela ne peut pas accepter d'être, ne peut pas être avec quelqu'un dont il sait qu'elle ment sur ce sujet-là, qu'il est censé le concerner. Mais donc il y a un effet contaminant. Et donc à mon avis, c'est pour ça que ça va bien au-delà de la question du potin, parce que si vous voulez, ça, elles se télescopent, elles se détruisent mutuellement, leur version. Et c'est en cela que c'était une bombe, ce que tu as écrit. Ouais, pour moi, ça l'était pas, en fait. Je l'ai mis, tu vois, c'était instantané, enfin, c'était spontané. Mais juste, je tiens à préciser, parce qu'il a dit, je ne savais pas où elle habitait, mais Dalila, je l'avais reçue 10 jours dans cet endroit où je tiens à préciser que j'ai déménagé depuis longtemps depuis. Toi, tu sais que j'ai dit, voilà. Mais à l'époque, j'étais à cet endroit-là, donc Dalila savait, il était en contact avec elle, plus qu'intime. Voilà, donc, mais là, c'est incroyable. Moi, en fait, ce qui m'a fait vraiment encore plus douter, c'est pourquoi il s'en va mentir. Effectivement, il y a quelques personnes à qui j'en ai parlé sur Twitter et qui ont pu aller lui rapporter. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup à qui j'en ai parlé sans avoir vraiment une confiance totale. Et c'est surtout pourquoi il s'en va dire. Elle s'en va dire que c'est moi qui lui ai mis un couteau sous la gorge au lieu de... Alors, pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce qu'il discrédite. Parce que, en fait... Morad El Hattab a un CV long comme le bras, où effectivement, voilà. Et donc, forcément, d'ailleurs, c'est Raphaël Berléand qui en a parlé chez Mike Broski, tu me refais penser, je dirai un mot là-dessus, récemment, à propos de Morad El Hattab. Mais la thèse effectivement, des services de quelqu'un que tu as de la visite est audible. Je ne dis pas qu'elle est juste, je ne dis pas qu'elle est vraie, mais elle est audible. De toute façon, Géopolitique Profonde parle de ce genre de choses assez régulièrement. En revanche, d'imaginer que Morad El Hattab se déplace en personne chez toi, là, ça devient grotesque. Donc, personne ne peut y croire. Et donc, dans ce cas-là, tu rentres dans la case folle. Des folles, ouais. Voilà. Okay. Et donc, c'est pour ça. Donc, en fait, nous, on a la même chose avec Alain Soral quand on disait des choses sur les Lubavitch et la dissidence Potemkin, etc. Monsieur K a gagné contre Alain Soral. Voilà. Ça, ils ne le disent jamais. En revanche, et c'était une action qui avait été lancée par Contre-Culture il y a 2 ans. En revanche, ce qu'il dit, par exemple, Alain Soral, que l'on prétend qu'il est directement payé par les Lubavitch, parce qu'il a les talons de chèque. Vous voyez ce que Donc, en fait, c'est différent. Une entreprise Potemkin, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cas de Contre-Culture, ils vendent de vrais livres avec de vrais gens, souvent payés au lance-pierre d'ailleurs, ou des bénévoles, mais la comptabilité ne rend pas compte du train de vie, par exemple, d'un Alain Soral, de se permettre 95 procès, bientôt on est à 100, il y a là. Voilà. Donc en fait,
Oui. Donc on est dans la démesure, c'est l'hubris permanent dans la dissidence. Voilà. Et je voulais dire un mot, pardon, mais je te laisse rebondir avant. En fait, non, parce que là, justement, les 95 procès dont tu parles, en fait, dès qu'ils ont quelque chose qui sont ennuyés, ou parfois on ne sait même pas si c'est totalement vrai, après je remets pas en cause que certains ont pu avoir des problèmes, mais ils vont s'empresser de prendre les réseaux sociaux pour en parler, tu vois, c'est ça qui est... C'est une censure promotionnelle, c'est-à-dire ça même donne la caution, c'est-à-dire si vous ne dites pas la même chose qu'Alain Soral, par exemple sur le sionisme ou l'antisionisme, par exemple quand il nous a vendu Trump et nous que après il a dit il s'est fait avoir, le pauvre. Bah dans ce cas-là, il arrête. Il faut qu'il fasse autre chose. Beaucoup à s'être fait avoir étrangement par Trump, alors qu'il y avait... Alors que quand même, nous, tous les indices étaient là. On a juste montré, enfin, le premier, c'est Joe Masso, mais voilà, tout était là. Hein, il y avait les financements de Myriam Adelson, enfin, etc. Bon, tout allait dans la direction qu'il a prise aujourd'hui. Et les autres font, il nous a eu. Hein, mais on avait les principaux géopolitologues qui se sont fait avoir. Bref. Mais ça vous permet de dire que si jamais vous dites autre chose, vous n'avez pas la caution parce que finalement le système ne vous a pas assez emmerdé. Je regrette. Voilà, il a 95%, mais beaucoup sont en train de penser qu'effectivement, il démontre que 95 fois, le système l'a loupé. Oui, c'est surtout ça. Il faut le voir comme ça. Donc, comme on en avait parlé une fois, c'était, comment il s'appelle, Jovanovic. Oui, parce qu'effectivement, là, il y a eu 50 ou 60 personnes, dont du RAID, du GIGN, qui sont venues, mais il est sorti pour aller... il avait un problème de chat, je crois, et nous, on a fait les Douille Awards chez Haltérophilo récemment, et on avait dit simplement, mais ok, mais ils étaient 50, 60, ils peuvent être 200 même, mais ils ne reviennent pas. Pourquoi ? Non, mais en revanche, lui, on voyait sur tous les plateaux télé, on l'a vu, je crois, chez Toxin, chez Nexus, chez Politique Profonde, bien sûr. Il a été reçu par, je crois, Nicolas Bué, enfin, tous ceux qu'on a cités, enfin, il y en a qu'on n'avait pas cités. Donc, il y a une constante, c'est cette démesure, hein, c'est-à-dire les procès, le 23 mai 2026, voilà. En fait, l'idée, c'est de faire vraiment de l'esbrouf, les gens font « ouah », ils passent à autre chose, ouais, c'est un peu ça. J'ai parlé tout à l'heure de Raphaël Berléand et de Mike Borowski parce que, en fait, il s'est passé au Festival Nexus quelqu'un qui a posé une question sur Mike et Maddy. En fait, Maddy Seydi, peut-être. Maddy Seydi, voilà. Maddy Seydi, c'est la conjointe, la compagne de Mike Borowski depuis, je crois, une quinzaine d'années. Alors déjà, ils étaient, même en 2007, puis 2012, je crois, pour les jeunesses sarkozystes. Voilà. Et en fait, bon, il y a eu les tweets qui ont été notamment ressortis par Panamza, etc., de Mike Borowski en 2016-2017, très anti-palestinien, très pro-Israël, très pro-Trump aussi. Et après, Mike Borowski avait dit qu'il avait été hacké par des hackers philippins, sans doute mandatés par l'Élysée. Voilà, bon. Pour justifier le fait que... Oui, c'est très drôle. Et puis, mais en revanche, après, bon, bah voilà, Maddy, il a été obligé de répondre. Maddy qui a quand même fait un selfie avec Olivier Rofovitz, qui est le porte-parole de Tsahal, et donc Raphaël Berléand. Alors là, Mike Borowski a fait mine de découvrir l'info, donc c'est-à-dire qu'en fait, il vit avec quelqu'un depuis une quinzaine d'années. Elle a fait les plateaux de CNews. Bon, déjà, on ne peut pas être reçu chez CNews si on est antisioniste. Chez I24 News, etc. Chez Morandini aussi, Jean-Marc Morandini, alors qu'il était en pleine polémique de justement criminalité, et on a Mike Borowski qui nous dit la cause des enfants me tient à cœur. Ah oui, alors donc on a deux volets, on en a même trois. On a le volet madditioniste, Mike Borowski, antisioniste depuis l'an 800. Anti-pédocriminalité, du coup. Voilà, on a le chapitre avec Morandini que tu as, et puis évidemment, il y a, la bite à Brigitte. C'est-à-dire qu'il y a aussi des selfies ou des prises de vue de Maddy avec Macron, c'était avec Brigitte. Pendant que du soir au matin, son compagnon Mike Borowski tape un bras raccourci dessus. En disant qu'elle a un zizi. Voilà, donc la douille, elle est sur 3 volets, c'est au cube. Hein. C'est la douille au cube. Ça, c'est fort. Mais ça continue. Et donc Raphaël Berléand, à un moment, il fait une concession, il dit « Ouais, mais quand même, Morad El Hattab, voilà. » Mais là, heureusement, Mike, il nous a rassurés, il a dit « Non, Morad, il est clean. » Ah oui, il est clean, avec son CV long comme... Donc en fait, ils se tiennent tous, on est dans une dissidence collégiale. En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, la dissidence occupe un rôle de syndicat. C'est ce qu'on appelle le syndicat de l'encadrement. C'est-à-dire, en fait, voilà, si tu veux, comme par le passé, il y avait la gauche, la droite, et puis après, il y avait les extrêmes, donc il fallait rester dans l'arc républicain. Et bien là, c'est pareil, il y a le bon arc dissident, il faut rester dans les clous, parce que
Voilà. Sinon, c'est pas audible. En tout cas, la question du pluralisme, c'est du bullshit. Il y a une autre ligne. Voilà. Donc. Non, mais j'étais en train de penser, moi, tu vois, c'est simple. En fait, c'est quand j'ai commencé à dénoncer le film Les Survivantes. Avant, en fait, je parlais beaucoup, je pense, des sujets qui étaient autorisés. Et dès lors où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, tous ces gens-là, finalement, collaboraient ensemble pour dire des choses, mais que c'était, comme tu disais tout à l'heure, une ligne éditoriale, eh bien, mon compte, il a stagné tout de suite à 40 000 et quelques, et ça n'a plus jamais augmenté sur Twitter. Alors, et oui, puis les trucs sont invisibilisés. Et pour Père Bernérias, on peut se poser, il y a une question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est uniquement pour des raisons pécuniaires ou bien il y a autre chose? Et d'ailleurs, c'est pas forcément contradictoire parce que, effectivement, en mettant l'accent sur de faux réseaux, d'accord, d'une certaine manière, ça protège les vrais réseaux. Exactement. Parce que, effectivement, si tu dilues dans des affaires en plus toujours de plus en plus sordides ou fantasques, grotesque, ce qui se passe actuellement, il y en a plein. Eh bien, ça démode, relativise les autres réseaux qui, eux, oui, là, il y a vraiment... donc, il y a un véritable problème. Parce qu'en fait, ce que fait Borowski en faisant du Hanouna, c'est-à-dire qu'il va crétiniser la dissidence, d'accord, d'une certaine manière, et du coup, il va donner le bâton au mainstream ou au Rudi Reichstadt, etc., pour dire, vous voyez, ces gens-là sont complètement tarés. Donc au final, on peut se dire qu'ils travaillent ensemble pour justement tout discréditer. Mais absolument. Ouais. Le chemin est très fléché. Ça, on avait démontré avec Jean-Yves Camus, qui était, si l'on veut, le parrain des Tristan Manès France, de Rudi Reichstadt, puisque c'est l'observatoire des radicalités, je suis à la Fondation Jean Jaurès, et donc ils ont collaboré également sur des préfaces de livres, et qui échange beaucoup avec Christian Boucher, qui est d'une certaine manière à l'origine aussi, même s'il n'est pas dans les actes fondateurs, mais il était au centre de Marc Georges et d'Alain Soral. Il est sans qui Alain Soral et Verne n'auraient pas pu être ce qu'ils sont aujourd'hui, ou ce qu'ils ont été. Voilà. Et en fait, il est là. C'est qu'en fait, on a effectivement des deux côtés du manche, sionisme Madi, antisionisme Mike Borowski, vous retrouvez toujours ce pattern dans bon nombre de figures. Et c'est ça qui est incroyable, en fait, dans la dissidence. Et de plus en plus de gens s'en rendent compte. Le problème, c'est qu'ils sont isolés. Et donc, je pense que c'est bien aussi que, tout en restant chacun sur nos disciplines, si je puis dire, qu'on se rende compte qu'effectivement, on a une politique éditoriale qui fait qu'il y a un agenda, il y a des intérêts. Voilà, il faut que les gens le comprennent, et il y a de plus en plus, toi tu as des retours de ton côté, j'en ai également, mais il faut absolument qu'on fasse monter la mayonnaise. Voilà. Et à côté de ça, tu as des Berkoff qui se disent ouvertement quand même pour le sionisme, c'est ça qui est étonnant, tu vois. Oui, et alors en plus c'est quand même le parrain de la soirée géopolitique profonde. Donc là encore, c'est aussi très étonnant parce qu'en fait, ils en ont beaucoup parlé récemment parce qu'il a fait sa sortie incroyable chez Tocsin. Mais si vous voulez, toujours de présenter Tocsin comme un média sioniste, comme Sud Radio, oui, c'est vrai. Mais ça permet aux médias dits antisionistes de se faire passer pour antisionistes en regard de ces médias alternatifs sionistes. Et en fait, c'est toujours ça, la douille. C'est-à-dire qu'un Berkoff va donner des cachets d'authenticité antisioniste à ceux qui le critiquent. Qui est grand copain quand même de Jacques Attali et qui pose avec lui même au Procop à Paris. Oui, mais on les voit tous les deux ensemble. C'est exactement, si tu prends une échelle macro, j'ai pas dit Macron, macroscopique, tu vas avoir la Russie qui va toujours être attendue comme plutôt un pays antisioniste ou neutre, qui ne prend pas tellement parti, mais qui laisse faire, alors que Beryl Lazare va, par exemple, encourager les soldats de Tsial, Beryl Lazare, dont Yuri Raskar a rappelé qu'on dit, notamment en Russie, qu'il est le rabbin de Poutine. Voilà. Mais voilà, la dissidence française n'en parle jamais. Voilà. Mais je vais te poser une question, tiens, on va inverser juste parce qu'on sait que du coup, ces personnes-là, elles vont quand même mettre du vrai,
mélangé à du faux. Et moi, souvent, quand j'en parle, les personnes dans les commentaires ou en privé, je reçois pas mal de messages, notamment sur Instagram, de personnes qui me disent oui, mais regarde, la personne dit aussi des vérités. Et c'est très compliqué de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que la personne elle dit des vérités, c'est en fait voilà, ils n'arrivent pas à comprendre la différence entre les mainstream, comme tu disais par exemple un Reichstadt tout à l'heure, ou un Mike Borowski qui va quand même dire des choses vraies, même s'il y a du... Oui, parce qu'en fait, alors c'est ce qu'on avait un peu expliqué chez Haltérophilo il y a presque 2 ans avec Monsieur K. C'est qu'en fait, tu vas avoir la doxa. Dans la doxa, c'est côté Macron, Davos, etc. Et tu vas avoir l'alterdoxa. Ça va être BRICS, etc. Et en fait, c'est ceux qui sont, si tu veux, ne se satisfont plus des médias mainstream, et donc ils passent dans la dissidence, mais qui est pris en main par les mêmes, si je puis dire, mais c'est un autre réseau. Et l'idée, c'est que tu gères pas le cheptel de la même façon en mainstream, où, par exemple, tu vas parler de la neige ou des vacances, enfin, des choses complètement qui font diversion. Tu vas gérer le cheptel complotiste, alternative, de façon totalement différente, en multipliant les complots. Hein. Rappelle-toi le truc avec Barnerias, c'est-à-dire qu'en fait, tu as multiplié les fausses affaires, etc., pour que finalement, les vrais complots, les vraies affaires ou les trucs sensibles soient noyés. Exactement, comme je le vois avec de fausses victimes là, qui explosent partout sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà, parce que le cheptel est plus curieux. Donc tu ne gères pas ça, c'est ce qu'on appelle, c'est du marketing, hein, c'est de la psychologie. Voilà, tu ne gères pas le problème de la même façon. Et comment tu expliques que les gens se fassent complètement avoir, même si c'est grotesque? Là, par exemple, je peux même citer une autre affaire que Dalila Sadok, qui est très amie avec Dalila Sadok, Sophie Alric, là, qui est en train de prendre une ampleur pas possible, alors que c'est grotesque, elle a sorti aucune preuve. Elle se dit victime, pareil, réseau Macron, encore une fois. Emmanuel Macron est dans la sauce. Elle fait des parallèles avec l'affaire Yana alors qu'il n'y en a pas. Enfin, elle surfe sur tout ce qu'elle peut. C'est grotesque, grossier. Mais les gens, par l'émotionnel, elle a même été jusqu'à écrire un roman se mettant soi-disant dans la tête d'un pédo. Et quand tu l'entends, parce qu'elle a lu à l'oral des passages de son livre, mais en fait, tu te dis que c'est quelque chose c'est du pédo-érotisme. Aucune victime, je t'assure que je connais. La démarche est perverse. Et ouais, mais du coup, voilà, aucune victime que je connais ne parlerait de ça, ne ferait ça. Bien sûr, bien sûr. Non, après, là, on peut pas. Le public, c'est une chose. Là, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'en fait, le syndicat, en fait, ils savent qu'ils mentent pas. Et d'ailleurs, ceux qui se font emmerder ou qui se font souvent ostraciser, c'est ceux qui dénoncent plus ou moins ce système à double fond. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire par exemple que l'intelligence conceptuelle, elle se perd complètement sur les réseaux sociaux, enfin même de façon générale? Oui, ça c'est l'époque. C'est l'époque, inéluctablement. C'est inévitable. Voilà. En tout cas, je te remercie. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi. Voilà. Et en tout cas, je pense que peut-être qu'on sera amené à faire d'autres points de temps en temps, mais de garder à l'esprit effectivement que ce soit la dissidence. Sur le sujet de la pédocriminalité, sur l'antisionisme ou même sur le Covid-21, là aussi on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se plaignent de la gestion de la dissidence sur le Covid. Hein. Je dirais qu'ils remettent en cause le conseil scientifique, des Louis Fouché, etc. Donc on peut observer effectivement toujours cette même constante, cette même pattern de gardien du seuil. Voilà. Ah oui, dans le Covid et dans le milieu médical, il y en a plein aussi. En fait, là, c'est vrai qu'on s'est arrêté un peu sur nos sujets respectifs, mais malheureusement, en fait, c'est tous les sujets qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci Claire. Merci à toi.